Africaines, Africains, soyez les bienvenus à ce programme. Amis européens, asiatiques, américains, hommes et femmes de toutes couleurs, amis de la vérité, de la justice et de la solidarité sur toute la terre. Soyez les bienvenus au Festival des vérités crues à la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Je vous propose, il est 22h20, un parcours sur 3 points. Nous irons au Sénégal, ensuite au Cameroun, enfin, nous irons à Djibouti. Avec 3 sujets, Macky Sall, le bourreau du peuple sénégalais, réhabilité par son successeur, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au Cameroun, Paul Biya, au point mort à Genève, otage de sa guerre successorale au Cameroun. Enfin, pourquoi le président zélé, enthousiaste, surexcité de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a-t-il fui la destination de Niamey au Niger? Voilà 3 questions que nous allons éplucher au pas de charge. Je n'abuserai point de votre constance, de votre temps, et je tiendrai compte, évidemment, de l'heure avancée de la soirée. Commençons avec le premier sujet. Qui l'eût cru au Sénégal? Un homme nommé Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, reçu sur tapis rouge dans la ville de Dakar, qu'il a quitté en rasant les murs, en pliant littéralement la queue entre les fesses, en prenant ses jambes à son cou, parce que le peuple sénégalais était prêt à en découdre définitivement avec lui. Macky Sall, l'homme qui a failli précipiter le Sénégal dans les enfers, habité par la tentation france-africaine de la confiscation du pouvoir, habité par la tentation france-africaine, la tentation néocolonialiste de la présidence à vie. Macky Sall, qui, tentait de tripatouiller la Constitution, de manipuler les échéances électorales, est allé jusqu'à tuer des dizaines de Sénégalais pendant plusieurs années dans les rues du Sénégal, uniquement pour assouvir son ambition de confisquer à tout jamais le pouvoir. Comment comprendre que cet homme soit reçu sur le tapis rouge du palais présidentiel de Dakar, dont il s'est sauvé, littéralement les jambes au cou, la queue entre les fesses, comme un chien battu sous la pluie? Comment expliquer ce miracle, ce retournement spectaculaire de la scène politique sénégalaise, où les bourreaux sont de nouveau célébrés au palais présidentiel de Dakar? On ne peut pas comprendre ce qui se passe au Sénégal si on ne se souvient pas du statut qui a été assigné au Sénégal depuis la fin du 19e siècle par une puissance néocolonialiste, colonialiste, négrière, une puissance terroriste invétérée, la puissance française. Le Sénégal, transformé en colonie à la fin du 19e siècle, a été le lieu de formation et de recrutement de la première troupe africaine anti-africaine. Le colon français a réussi, à partir de Dakar au Sénégal, à recruter des Africains qui devaient être utilisés pour son expansion coloniale en Afrique. C'est ainsi que dans les années 1850, fut fondé le corps à la fois ambigu et extrêmement tragique des tirailleurs sénégalais. Savez-vous que ce corps, fondé sous Napoléon, avait pour vocation d'accompagner les armées françaises dans la conquête de l'Afrique? Les premiers soldats africains recrutés par la France l'avaient été pour tuer les Africains. La première vocation des tirailleurs sénégalais était d'accompagner la France dans son expansion coloniale, et donc ils ont accompagné les barbares criminels, soldats négriers, racistes, colonialistes français dans les grands massacres en Afrique occidentale française, AOF, et en Afrique équatoriale française, AEF. Voilà la vérité. À partir de la fin du 19e siècle, dans l'équation géopolitique et géostratégique des criminels négriers, racistes, colonialistes et néocolonialistes, impérialistes français, il était question de faire du Sénégal la vitrine de la domination française sur l'Afrique noire. Il était question donc de donner à l'élite politique sénégalaise une éducation néocolonisée modèle
qui servirait de cachet, qui servirait de modèle, de paradigme, de parangon, d'étalon pour soumettre toute l'élite de l'Afrique noire. Voilà comment le colon français fonda à Dakar plusieurs de ses écoles coloniales les plus importantes. École de médecins, école d'instituteurs, école d'administration. Le Sénégal était le laboratoire de la colonisation française en Afrique. Dans la tête des dirigeants français, il n'a jamais été question que le Sénégal change de statut. Voilà pourquoi, à l'occasion de la pseudo-indépendance que De Gaulle et Foccart ont reconnu à une quinzaine de pays africains à partir des années, la fin des années 50, le statut du Sénégal fut exemplaire. Il a été question dans tous les pays anciennement colonies françaises ou territoires sous tutelle française d'imposer des dirigeants qui ne voulaient pas la véritable indépendance de leur pays et qui, sous couvert d'assumer une indépendance haute surveillance, continueraient à faire les 4 volontés de Paris. Ces dirigeants avaient vocation à accepter de demeurer sous le contrôle militaire des troupes françaises. C'est le cas du Sénégal jusqu'à l'instant où je vous parle. Bien que inspirés et poussés littéralement par les masses populaires sénégalaises et la pression de l'Alliance des États du Sahel, eh bien, les dirigeants sénégalais ont fini par demander à l'armée française de débarrasser sa présence visible. Sa présence invisible est demeurée au Sénégal. L'armée française y est toujours présente de 2 façons. D'abord, à travers ses conseillers, ses attachés militaires qui sont toujours opérationnels, ses instructeurs qui sont toujours opérationnels, à travers ces militaires déguisés dans les ONG, dans les associations, où ils font semblant de venir pour des missions humanitaires alors qu'ils ont des fonctions militaires, et à travers la domination psychologique, intellectuelle, culturelle que la France continue d'exercer sur l'écrasante majorité de l'élite politique sénégalaise qu'elle a nourrie au petit lait de l'esprit de vassalité. Ils ont maintenu le Sénégal sous la coupe de la monnaie criminelle de la grande escroquerie française, le franc CFA. Et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui n'est rien d'autre qu'une succursale de la Banque de France, a son siège principal à Dakar. Ils ont maintenu le Sénégal sous le principe de surveillance du choix des élites de gouvernement. Les dirigeants français de De Gaulle à Macron ont continué à imposer qui doit être le président du Sénégal, contre la volonté du peuple sénégalais. Le célèbre conflit qui a valu de longues années d'emprisonnement au combattant politique Mamadou Dia était instrumentalisé depuis Paris. Paris ne voulait pas voir, dans les années 60, à la tête du Sénégal, un dirigeant souverainiste, un dirigeant panafricaniste. Ce fut le malheur de Mamadou Dia. Ainsi devait mourir dans les prisons politiques du Sénégal le brillantissime jeune philosophe Omar Blondin Diop, assassiné par Léopold Sédar Senghor parce qu'il était de ces Sénégalais qui voulaient l'indépendance totale et radicale du Sénégal. Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et même Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont été imposés au peuple sénégalais par les néocolonialistes français. Il faut que tout le monde comprenne cela. Ce sont les néocolonialistes français qui se sont opposés à ce que Ousmane Sonko soit le candidat du parti PASTEF à l'élection présidentielle sénégalaise de 2024. Tout le monde le sait. Parce qu'Ousmane Sonko avait fait un pas à la Mamadou Dia vers le panafricanisme, un pas qui n'est pas toléré à Paris, considérant le Sénégal comme la prunelle de ses yeux. C'est Emmanuel Macron qui a empêché Ousmane Sonko d'être le candidat de PASTEF à l'élection présidentielle. Et c'est sous la pression de Macron que Sonko, pour sauver l'accès de son mouvement au pouvoir, a cru pouvoir choisir le plus mou, le plus obéissant, le plus souple de ses lieutenants, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la voix, qui était autrefois une voix frêle et aiguë, actuellement est en train de devenir une voix rauque et prétentieuse. Oui, avant, Bassirou parlait comme ça. Oui, je suis Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
je suis au service de mon leader Ousmane Sonko. Ousmane Sonko doit être le président du Sénégal. Waouh, waouh, waouh. Une fois qu'Ousmane Sonko l'a choisi, la voix de Bassirou Diomaye Diakhar Faye a changé. Il n'y a qu'un président dans un pays. Nous n'allons pas tolérer le désordre au Sénégal. Ah, Bassirou, pendant la campagne, c'était Diomaye Moïse Sonko. Après la campagne, c'est Diomaye mort Sonko. Je recommence. Pendant la campagne, pour qu'il arrive au pouvoir, c'était Diomaye Moïse Sonko. Dans la langue sénégalaise, africaine, le Wolof, ça signifie, si vous votez pour Diomaye, c'est que c'est pour Sonko que vous avez voté. Parce que Diomaye, c'est vraiment la pièce de rechange de Sonko. Après la campagne, dès qu'il s'est mis à exercer le pouvoir, ce n'était plus Diomaye Moïse Sonko, c'était maintenant Diomaye mort, le verbe mordre, M-O-R-D, Diomaye mort Sonko. Jusqu'à maintenant, il est en train de le mordre. Personne ne peut comprendre le retour fracassant de Macky Sall à l'avant-scène de la politique sénégalaise sans avoir compris que l'élite politique sénégalaise a été imposée de 1960 à nos jours par la France. Une fois que vous avez compris cela, maintenant on va s'intéresser au jeu de Macky Sall et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un président sans majorité. En cela, il ressemble comme deux gouttes d'eau à son mentor, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. J'espère que vous avez remarqué que les deux se ressemblent. D'abord, les deux sont des parvenus. Macron est devenu président par défaut, parce que Hollande a été incapable de se présenter une deuxième fois à l'élection présidentielle française, puisque le deep state américain avait ordonné que Hollande ne soit pas candidat. Lui qui prétendait combattre la finance, le principal ennemi de la politique française, s'est avéré un caniche de la finance. C'est la finance qui a dégagé Hollande et qui a positionné le petit des Rothschild, Emmanuel Macron. Macron est une fabrication du deep state américain, du lobby financier américain, notamment du lobby sioniste. Voilà la vérité. Macron est une fabrication sui generis. C'est un objet politique non identifié qui a été fabriqué par les tenants du cordon de la bourse américaine. Ceux qui dominent l'Europe, ce sont eux qui ont imposé à la France ce président sorti littéralement d'un bonnet de prestidigitateur. Fabriqué par les médias, fabriqué par les sondages, fabriqué par l'imposture et imposteur par nature. Aujourd'hui, Macron prétend gouverner la France, mais il n'a pas de majorité au Parlement. Son Premier ministre, eh bien, le cornu, qui n'est pas cornu par hasard, ne représente pas la majorité du peuple français. Macron a perdu les élections législatives et il gouverne à la césarienne. C'est-à-dire à la manière de César. Macron est un dictateur. C'est un dictateur. Et il est le modèle de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Venons au Sénégal. Bassirou est dans la situation de Macron. Il n'a pas de majorité. Il a été lâché par sa majorité. Le gouvernement du Premier ministre El Amin Lo n'est pas un gouvernement représenté par la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un gouvernement, en réalité, qui est un montage de toutes pièces. C'est un patchwork. Ce gouvernement-là, c'est une chose brinque-ballante. C'est un montage de toutes pièces. Bassirou, militant de PASTEF, élu grâce à PASTEF, et notamment grâce au charisme du leader de PASTEF, le camarade Ousmane Sonko, Bassirou a trahi PASTEF. Il a trahi l'écrasante majorité du peuple sénégalais qui a choisi le candidat de PASTEF. Parce que ce candidat représentait Ousmane Sonko, le combattant du peuple sénégalais. Et maintenant, il gouverne comment? Il gouverne par loi, par ordonnance, par oukase. Et en particulier, il a décidé, soi-disant, de créer un parti politique, alors qu'il n'en a pas besoin. Puisque l'essentiel des hommes et des femmes politiques qui soutiennent Bassirou Diomaye Diakhar Faye sont les membres du parti de Macky Sall et du parti d'Abdoulaye Wade. En réalité, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, venu au pouvoir au nom du PASTEF, s'avère être un militant du même parti que Abdou Diouf, que Macky Sall, que Abdoulaye Wade. Il fait partie de la famille France-africaine. C'est un néocolonisé notoire. Donc, en réalité, le retour de Macky Sall à Dakar n'est rien d'autre que la confirmation de l'appartenance de
Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la France-Afrique. Pour ceux qui voulaient douter un seul instant, Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est rien d'autre qu'un Senghor bis, un Abdou Diouf bis, un Abdoulaye Wade bis, un Macky Sall bis. C'est-à-dire un clone au service des intérêts français, des intérêts occidentaux, contre les intérêts du peuple sénégalais. Voilà les faits. Maintenant, prenons le cas de Macky Sall. Macky Sall porte sur les mains le sang du peuple sénégalais qu'il a impunément versé quand il exerçait le pouvoir et quand il était habité par la tentation de le confisquer à vie. Macky Sall n'a demandé pardon à personne. Il n'y a même pas eu le début d'un processus de réconciliation et de paix. Les familles des enfants, des hommes et des femmes assassinés par Macky Sall, ces familles attendent encore, ne serait-ce qu'il y ait une procédure de reconnaissance, une procédure de légitimation des victimes. Ces gens-là sont morts parce qu'ils pensaient que Ousmane Sonko et son acolyte Bassirou Diomaye Diakhar Faye représentaient l'espoir d'un Sénégal meilleur. Alors même que ces gens n'ont pas été convenablement enterrés, alors que ces gens n'ont même pas été convenablement célébrés, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ouvre les portes à son beau-frère, l'ancien président sénégalais, Macky Sall, les portes du palais présidentiel. Alors que ce sont les portes du pénitencier qui devaient s'ouvrir pour Macky Sall, ce sont les portes du palais présidentiel de Dakar qui lui sont ouvertes. Pourquoi? Parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a pris conscience du fait qu'il n'a pas de parti politique, il n'a pas de majorité et qu'il est désormais donc obligé d'assumer pleinement le rôle de défenseur des intérêts france-africains sénégalais. Les intérêts et le destin de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf, bref, les intérêts de toute la classe politique sénégalaise soumise à la France reposent désormais sur les épaules de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est donc une immense trahison. Une trahison scandaleuse, une trahison abominable, qui explique que l'assassin à ciel ouvert des Sénégalais soit accueilli sur tapis rouge. Et le rouge du tapis sur lequel Macky Sall a marché à Dakar n'est rien d'autre que le rouge du sang des Sénégalais qu'il a impunément assassinés et pour lesquels il a le plus souverain des mépris, puisqu'il n'a jamais eu un mot, il n'a jamais eu une compassion, il n'a jamais eu une pitié pour eux. Cela faisant, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'aliène très clairement le peuple sénégalais. Et ceci me permet de conclure. En accueillant l'ancien président sénégalais Macky Sall, comme il l'a accueilli par la grande porte, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a acté définitivement son divorce spirituel et moral avec le peuple sénégalais. Il a acté définitivement son divorce idéologique avec le bloc panafricaniste africain et international. Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est, à partir de cette collusion ouverte avec Macky Sall, aucunement différent de Macky Sall. Il devient complice des crimes de Macky Sall. Que ce soit les crimes contre l'humanité perpétrés contre le peuple sénégalais ou les crimes économiques avec la fameuse dette cachée du Sénégal, dont Macky Sall est le principal artisan. Bassirou Diomaye Diakhar Faye devient désormais et il s'assume comme ennemi du peuple sénégalais. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye fait ainsi la campagne présidentielle. Mais avant cela, il fait la campagne législative de PASTEF. Je peux vous prédire, sans risque de me tromper, que d'ici la fin de l'année, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'il n'a pas été renversé entre-temps par un coup d'État néocolonialiste français, parce que ce sont les néocolonialistes français qui, bien souvent, renversent leurs poulains quand ils se rendent compte que ceux-ci ne peuvent plus garantir leurs intérêts. S'il n'a pas été renversé d'ici là par le fameux troisième larron, dont je vous ai parlé dans plusieurs émissions, à savoir donc un général probablement au service des intérêts néocolonialistes français impérialistes occidentaux, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera obligé d'aller, d'ici la fin de l'année 2026, à une dissolution de l'Assemblée nationale. À l'occasion de cette dissolution, je vous le dis sans risque de me tromper, il subira une défaite électorale écrasante. Et les partis france-africains du Sénégal seront écrasés par le PASTEF d'Ousmane Sonko. Premier cas. Deuxième cas, Bassirou Diomaye Diakhar Faye
ne tombe pas dans le piège, il n'ose pas dissoudre et il va carré-carré vers l'élection présidentielle. À cette élection présidentielle dont il sera candidat, puisqu'il y est poussé par la grande sorcière politique de Dakar, représentante des intérêts france-africains Aminata Touré, alias Mimi Touré, hein, il va aller à l'élection présidentielle pour se prendre la honte de sa vie. Ce sera le président sortant le plus abominablement, le plus sévèrement battu à l'élection présidentielle de toute l'histoire du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Car il a triplement craché, sur sa propre parole, sur sa propre dignité. Il a craché sur la parole et la dignité du peuple sénégalais et il a craché sur la parole et la dignité du mouvement panafricaniste. Ce triple péché lui vaudra une sortie par la petite porte de la politique sénégalaise. Cela étant dit, je n'ignore point que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, rompu aux méthodes politiques de la France-Afrique, est habité par la tentation de la violence. Il est habité par la tentation jusqu'au boutiste. Il est à prévoir que d'ici là, il essaiera d'accuser le camarade Ousmane Sonko de tentative de coup d'État. Il essaiera de fabriquer contre lui des procès qu'on trouvait entièrement pré-rédigés à Paris et dictés par un Macron plus faible que jamais. Il essaiera de créer des conditions pouvant entraîner à l'éventualité de l'élimination physique du camarade Ousmane Sonko. Mais le camarade Ousmane Sonko, le mouvement PASTEF, le peuple sénégalais savent tout cela. Je ne leur apprends rien. La lutte pour la libération totale du Sénégal, du néocolonialisme français et du despotisme négro-africain, cette lutte est encore ouverte. Le camarade Ousmane Sonko, qui a cru pouvoir ménager la chèvre et le chou, dans le premier moment de sa cohabitation avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal, sait maintenant qu'il va falloir choisir clairement, définitivement et totalement le bloc panafricaniste et livrer la bataille politique de sa vie. Car Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne lui facilitera rien. Il n'est même pas exclu que le camarade Ousmane Sonko se retrouve à nouveau emprisonné au Sénégal. Mais nous avons confiance au dynamisme du grand peuple sénégalais. Nous savons que comme il a vaincu face à Macky Sall, il vaincra face à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Abordons sans plus tarder le second sujet de cette émission. Ainsi soit-il. Paul Biya, eh bien, est au point mort à Genève. Paul Biya est tombé en brousse. Le vieil autocrate camerounais n'a pas donné signe actif depuis bientôt plus de 40 jours. 40 jours et 40 nuits que l'homme a disparu des radars. Il évolue entre les cliniques de rafistolage, de rabibochage, des cliniques de rapiessage biologique, de réanimation et son village suisse, l'hôtel intercontinental de Genève. La grande question qui se pose, c'est en fait, jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à lier la paix, la sécurité, la prospérité du peuple camerounais à sa seule vie individuelle, à son espérance de vie personnelle? Jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à prendre en otage le peuple camerounais, qu'il a été incapable de conduire vers la modernité économique, politique, qu'il a été incapable d'émanciper du pouvoir de la misère, de la violence, de l'injustice, de la désespérance, le pouvoir de la mort? Car Biya est un nécrophile, c'est un nécrophage, c'est un nécrocrate, quelqu'un qui a gouverné par la mort. L'erreur que l'on commet, quand on pense que le président Biya continue à tenir le peuple camerounais en otage, c'est celle qui consiste à ne pas se rendre compte qu'à 94 ans pratiquement, cet homme-là lui-même est l'otage de son clan. Ce clan composé de son épouse Chantal Pulchéry, Vigourou, épouse Biya, composé de ses propres enfants, dont son fils, et bien le plus en vue, Franck Emmanuel Biya, composé de sa garde personnelle de proximité, composé des forces spéciales camerounaises qui sont dans la garde présidentielle, dans le bataillon d'intervention rapide, dans les renseignements généraux, dans la sécurité militaire,
et dans les coopérants étrangers veillant à la sécurité du tyran, tout ce clan-là, qui est chargé de protéger Paul Biya, en réalité se protège en kidnappant Biya Paul. Certains d'entre vous pourraient me dire, professeur Franklin Diamsi, ou à Cameroun ou à Afrique, n'êtes-vous pas en train d'exagérer? Et je vous donnerai quelques preuves. On m'appelle le docteur, le professeur des preuves. Tout le monde se souvient de l'audio de Paul Biya en visite à New York, aux États-Unis. Paul Biya a mené à une conférence internationale à l'occasion de laquelle il devait parler de la situation de l'économie camerounaise, des perspectives de développement du Cameroun, en présence de plusieurs chefs d'État et d'autres personnalités politiques relativement de premier rang. Il y a à cette occasion une anecdote que vous ne devez jamais oublier. Se croyant sans doute hors micro, Paul Biya demande à son aide de camp où est-ce qu'il est. Son aide de camp lui dit, nous sommes à une conférence internationale, vous devez lire un discours. Paul Biya lui demande où se trouve le discours. Son aide de camp se précipite pour le lui apporter et il le place sur le pupitre. Paul Biya demande, est-ce que je dois parler maintenant? Son aide de camp lui dit oui. Paul Biya demande, est-ce que parmi les gens qui sont assis là, parce qu'il n'a pas conscience de ceux qui sont assis autour de lui, est-ce qu'il y a des gens importants parmi eux? L'aide de camp, ça se passe au micro et tout le monde entend dans la salle. L'aide de camp lui dit, mais oui, monsieur le président, il y a eu le président rwandais qui a parlé, il y a eu, il y a eu plusieurs ministres qui ont parlé, c'est votre tour de parler. Paul Biya répond et rétorque à son aide de camp. Mais moi, je n'ai pas demandé tout ça. Je n'ai pas demandé tout ça. Par cette formule de Paul Biya, on comprend qu'il est l'otage d'un clan qu'il utilise pour donner l'illusion qu'il exerce pleinement le pouvoir, alors même que c'est ce clan qui exerce le pouvoir à travers lui. Paul Biya avoue, lors de cette scène, qui n'est pas inventée et que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, il avoue qu'on l'utilise comme marionnette. On lui fait lire des discours, on l'amène dans des cérémonies, alors même qu'il n'a pas marqué son accord, et même jusqu'à la dernière minute, on l'oblige à aller lire des discours, eh bien, qu'il n'a pas du tout envie de lire. Et c'est ce qu'il va faire ce jour-là. Son aide de camp lui dit, c'est maintenant. Monsieur le Président, c'est votre tour d'aller parler. Levez-vous, levez-vous. Il faut que vous alliez parler. Paul Biya va se lever péniblement et il va lire un véritable somnifère de discours à l'adresse d'une assemblée dont il ne connaît pas la composition. Je ferme là la démonstration par la preuve. Je ne vous dis jamais des choses qui ne sont pas prouvées. Vous pourrez vérifier et si vous voulez, je vous retrouverai la vidéo où Paul Biya dit, je n'ai pas demandé tout ça. Qui sont ces gens-là? On lui dit que ce sont, mais vous êtes à une réunion internationale, on est aux États-Unis. Ah bon? Je dois parler maintenant. On dit, oui, c'est vous qui êtes à Tamou. Ah bon, moi? Je reste assis ou bien je me lève pour aller parler. On dit non, vous devez vous lever. Ou vous voulez rester assis, on peut vous apporter le discours sur place. Cette scène, à elle toute seule, si on la colle à une autre scène, où ils sont au Palais de l'Unité, à Yaoundé, en compagnie de son épouse, Chantal Pulchéry, Vigourou de naissance, épouse Biya, et ils sont devant un public à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Le public est en train d'acclamer le président, et le président a un trou de mémoire. Il ne sait plus comment il s'appelle, qui il est, ni où il est. Sa femme prend ses deux mains et les soulève pour l'obliger à saluer le public. Vous avez aussi cette scène-là. Je cite juste ces deux scènes. Et vous vous rendez compte que, en réalité, Biya est une marionnette. Il a certes des petits moments de lucidité, mais Biya est la chose de son clan. Il est l'otage de sa propre guerre successorale. Deux scènes. Une aux États-Unis, l'autre à Yaoundé. Où vous voyez que l'homme est en réalité téléguidé. Il est manipulé, il est tripatouillé, il est trimballé. Et que son séjour à Genève n'est pas le fait de sa propre volonté. À Genève, il est dans les mains de son clan. Lequel clan tient actuellement toutes sortes de messes noires pour organiser la confiscation du pouvoir au Cameroun.
Voilà la réalité, voilà la situation de mon pays natal. Seulement, dans ce pays, tout le monde braque tout le monde. Et il y a une chose qu'a dite aujourd'hui, hier, lors de sa tournée à l'intérieur du Burkina Faso, dans la région de Yarda, une chose qu'a dite le président Ibrahim Traoré, camarade président, capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Il a dit que à Ouagadougou, des soi-disant experts politiques occidentaux étaient venus le voir pour lui proposer 4 produits chimiques qu'il pouvait introduire dans l'alimentation des Burkinabés pour les rendre dociles, bêtes, idiots, pour les rendre fatalistes, pour leur enlever la confiance intellectuelle en eux-mêmes. Et ces experts occidentaux proposaient à Ibrahim Traoré, président du Faso, d'administrer ce produit-là dans les régions où il y a trop de terroristes, pour que tous ceux qui vont consommer de la viande, du café, de la bière, etc., consomment ces produits-là qui détruisent les capacités cérébrales. Le président Ibrahim Traoré, dans l'anecdote qu'il raconte, dit que c'est ce jour-là qu'il a compris qu'en réalité, dans plusieurs pays africains, l'apathie, l'amorphisme, l'état de suivisme moutonnier des populations s'explique aussi par ce travail de lobotomisation, ce travail en réalité de destruction des capacités cognitives, des capacités psychiques par l'intoxication alimentaire. Une intoxication organisée par les laboratoires occidentaux. Et dans ces laboratoires jouent un rôle fondamental les sionistes. Et on sait très bien que la garde personnelle de Paul Biya est assurée par les sionistes, les experts extrémistes israéliens. Ce sont eux qui sont allés au Burkina proposer au président Ibrahim Traoré des méthodes d'abrutissement du peuple afin, lui, disait-il, de s'assurer un pouvoir absolu. Le président Ibrahim Traoré a fait donc l'hypothèse que les méthodes en question sont en fait testées sur plusieurs pays africains et que une certaine soumission, une certaine servitude africaine doit s'expliquer aussi par ce dispositif. Je rapporte cette anecdote parce que je fais l'hypothèse que mon pays natal, le Cameroun, est assommé par ce type de produit. D'abord, pourquoi? Parce que c'est un pays qui est dominé par un nombre incroyable de brasseries. Et Paul Biya est l'acteur de la prolifération des brasseries au Cameroun. C'est un pays où la bière, les alcools frelatés de toutes sortes sont distribués à une cadence vertigineuse. En Afrique, je cite d'abord le Cameroun. En fait, les Camerounais sont abrutis par ce qu'on leur fait manger. Ils sont abrutis par ce qu'on leur fait boire. Ils sont abrutis par toutes sortes de choses. Et c'est sur cette infrastructure-là que la domination de ce pouvoir-là s'explique. Oui, je suis obligé de tirer des leçons de ce qu'a dit le président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui peut expliquer cette extraordinaire lucidité que nous, les résistants camerounais, qui sommes à l'étranger avons, par rapport au degré de suivisme aveugle qu'on peut observer chez plusieurs de nos compatriotes, y compris ceux qui ont la possibilité de s'exprimer et qui n'osent pas regarder en face l'ignominie, 43 ans d'arriération sur tous les plans, infligés par un homme. Le pays doit avoir un problème au niveau de sa colonne vertébrale psychique. Mais les Camerounais sont ainsi et sont en train de regarder Biya et sa bande de voleurs s'organiser pour se partager le Cameroun après la mort de Biya. Mais les mêmes Camerounais que nous sommes des grands défenseurs, tout naturellement, des révolutions. Partout où elles ont lieu en Afrique. Si vous allez faire un sondage dans la classe politique camerounaise sur les révolutions au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et même faire un sondage dans l'opinion camerounaise sur les révolutions au Burkina Faso, au Mali, au Niger, elles sont majoritairement approuvées par le peuple camerounais. Mais si vous leur dites que nous, au Cameroun, on doit faire la même révolution, les problèmes commencent. Intellectuellement, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi le Cameroun n'a pas droit à une révolution comme le Mali, comme le Burkina Faso, le Niger. Mais ils en sont biologiquement incapables. Les gens sont biologiquement fatigués à l'idée d'imaginer qu'il nous faut trouver une solution pour libérer le pays du régime néocolonial. Ça fatigue le Camerounais. Ça, c'est un sujet qui épuise ses capacités psychiques. Il faut donc faire l'hypothèse
qu'il n'y a pas seulement, tout naturellement, les autres facteurs, on les connaît. Le tribalisme, la corruption, la division de l'opposition, la manipulation néocoloniale. Il y a probablement à penser que le Cameroun est un pays sous lobotomisation chimique et biologique. Et il nous faut regarder plusieurs pays africains d'un œil nouveau grâce à cette anecdote du président Ibrahim Traoré. Cette anecdote nous dit beaucoup sur ce qui se passe sûrement dans plusieurs pays africains. Paul Biya est otage de sa guerre successorale. Si notre peuple était en bonne santé, physique et mentale, il sortirait par millions dans les rues du Cameroun et le régime de Biya sera versé à la rue et on ouvrirait une période de transition. On mettrait en place un processus pour aller vers une constitution résolvant le problème anglophone, résolvant le problème de la corruption de l'État, le problème de l'exclusion politique. On irait vers une république fédérale du Cameroun du XXIe siècle sans difficulté. Mais l'erreur que nous commettons collectivement, nous, les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'attendre. On attend que le Cameroun s'effondre sur notre tête. On attend que le Cameroun nous tombe dessus. Voilà des gens qui sont dans un palais de porcelaine dans lequel se battent des éléphants. Et qui gentiment sont assis sur les chaises, regardant les éléphants s'affronter. Ne sachant pas que l'affrontement des éléphants, c'est-à-dire la guerre successorale au Cameroun, elle va se traduire par l'effondrement du Cameroun sur les Camerounais. Cette guerre successorale va engendrer une guerre civile. Et c'est le peuple camerounais qui sera sur les routes. Et ils ont décidé d'en découdre. Car il n'y a pas d'accord sur la succession de Biya Paul. Les réunions successives qui se sont multipliées dans son palais improvisé à Genève se concluent par des bagarres à coups de poing, des bagarres au couteau, des menaces de mort. Bientôt on entendra le bruit des coups de feu. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que Biya n'a pas reçu le pouvoir au Cameroun de son père à lui. Le patriarche Mvondo Assam. Ce n'est pas lui qui a donné le pouvoir à Biya. Biya veut donner le pouvoir à son fils à lui. Et son propre parti politique n'est pas d'accord. Amadou Ahidjo, qui a cédé le pouvoir à Biya sous l'injonction française, n'est pas le papa de Paul Biya. Paul Biya veut transformer à brûle-pourpoint la République en monarchie. Alors qu'il avait dit plusieurs fois qu'il était inconcevable qu'on ait un système de dauphinat soi-disant constitutionnel, qu'il y ait un successeur désigné. C'est ce qu'il a fait en modifiant abusivement la Constitution, en créant Urbi et Orbi une fonction de vice-président de la République non élu, qui aurait vocation à assumer le poste du président prétendument élu. Nous assistons donc maintenant à l'effondrement continu du Cameroun, avec la complicité passive du peuple camerounais, notre peuple. Ce qui va nous arriver au Cameroun sera de notre faute. Nous tous, de l'intérieur ou de l'extérieur, quand la guerre civile générée par ces voyous, qui pendant plus de 42 ans ont pillé ce pays, va éclater, c'est nous, peuple camerounais, qui allons payer les pots cassés. Nous allons payer les pots cassés si nous n'agissons pas avant, si les patriotes de toutes les forces vives du Cameroun, de l'intérieur et de l'extérieur, n'agissent pas avant. Nous allons payer les pots cassés parce que nous serons soumis à la logique de la servitude volontaire, si merveilleusement dénoncée par le brillant philosophe Étienne de la Boétie. Nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, avons depuis maintenant bientôt 2 ans alerté en permanence nos concitoyens camerounais de l'intérieur et de l'extérieur sur la nécessité de bâtir le pays sur la base d'une conscience panafricaine, de sortir des logiques de conscience tribale, de conscience religieuse, de conscience régionale, de sortir des logiques claniques imposées par la tradition colonialiste pour nous connecter au vent de la révolution panafricaine qui souffle merveilleusement au Sahel. Devenir le pays qui va impulser la révolution panafricaine d'Afrique centrale vers la fondation de l'Alliance des peuples africains, l'Alliance panafricaine d'Afrique centrale, APAC. Voilà le chemin par lequel nous pouvons sortir comme des grands de l'impasse dans laquelle nous sommes. Les Camerounaises et les Camerounais jouent à un jeu absolument dangereux. Regardez la fumée blanche à l'hôtel intercontinental de Genève.
et croire que leur destin sera positivement ou négativement déterminé par l'annonce ou la non-annonce de la mort de Biya Paul. Alors qu'il n'en est rien. Biya Paul a mis en place une monarchie. Cette monarchie est déjà en marche. C'est elle qui exerce le pouvoir. Biya Paul lui-même est otage de ses propres héritiers qui le tiennent en main. Et on ne peut pas comprendre la situation politique camerounaise sans ce principe de prise en otage. On a entendu une responsable secondaire de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, SNH, s'exprimer avec beaucoup d'outrecuidance et d'arrogance. Depuis les années 80, où Biya est arrivé au pouvoir au Cameroun, il avait privatisé la gestion des hydrocarbures du Cameroun. La gestion du pétrole camerounais a été privatisée par Biya Paul. Privatisée. Non pas par une entreprise privée qui lui appartiendrait. Non, elle a été privatisée au sens de... Elle a été réduite à l'affaire du président de la République. Je ne vous dis pas n'importe quoi. En 1987-1988, le premier directeur, l'un des tout premiers directeurs de la Société nationale des hydrocarbures sous le régime de Paul Biya s'appelait Jean Assoumouve. À la télévision camerounaise, la Cameroun Television, elle s'appelait à l'époque CTV, qui s'appelle aujourd'hui CRTV, Cameroun Radio Television. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui était fait des fonds, des revenus du pétrole. Voici la réponse du directeur général de la SNH, Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Je recommence la réponse. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Une troisième fois. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Et il en est ainsi de toutes les matières premières stratégiques de ce pays. Il en est ainsi de la gestion de la dette. Ils ont confisqué le pays. Non pas pour en faire quelque chose de merveilleux. Non même pas pour agir dans le cadre de ce qu'on appelle la dictature éclairée. Réaliser des hôpitaux, des routes, réaliser des universités, réaliser des industries. Non! Ils l'ont confisqué uniquement pour en jouir ad vitam aeternam de père en fils. Dans la perspective d'un projet de monarchisation du pays. Donc on entend une kidam, une fille à papa, une insignifiante, responsable secondaire de la Société nationale des hydrocarbures, dont j'ai même oublié le nom. On l'entend se lever et dire que celui qui ose critiquer Paul Biya, ou critiquer son directeur moribond de la Société nationale des hydrocarbures, que celui qui fait ça, eh bien, il va être poursuivi, il va être puni, il va être sanctionné. Moi, ce n'est pas la menace dans cette affaire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la prétention exprimée par cet héritier. En réalité, c'est le règne monarchique des Biya qui s'exprime déjà à travers la voix de ces seconds couteaux qui se comportent comme si le Cameroun leur est dû. Le Cameroun, notre pays à tous là, ça leur est dû. Leurs pères ont fini de voler, ils vont venir voler avec Franck Biya. Il y a une génération qui est en train de monter au Cameroun là, qui pense que le Cameroun lui est dû. Qui pense que Paul Biya a le droit de prendre le Cameroun comme sa chose et de le leur donner comme leur chose. On va les appeler les privatistes de la nation. Les privatiseurs de la nation. Et ils s'expriment sans complexe. Ils s'expriment avec suffisance. Cette expression sans complexe et sans suffisance sur le bien commun, comme étant un bien personnel, un bien privé, elle est le germe des pires guerres civiles dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois que des gens qui ont des responsabilités publiques ont parlé du bien public comme étant d'un bien privé, ils ont légitimé les guerres civiles. Ils ont provoqué les pires colères. Ils ont légitimé les pires aventures.
Et c'est ce que les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent, les Africaines et les Africains qui doivent aider le peuple camerounais à se libérer, doivent comprendre. Mon pays natal est en marche vers une affreuse guerre civile. Car M. Biya, obnubilé par son projet de présidence à vie, est désormais l'otage de ses successeurs. Des successeurs qu'il a désignés de façon cafouilleuse pour les empêcher de le précipiter dans le shéol. On connaît la méthode des dictateurs pour durer. Ils promettent le pouvoir à plusieurs personnes et ils entrecognent les têtes des dictateurs. Vous connaissez, c'est la méthode que Ouattara a utilisée en Côte d'Ivoire. Il promet le pouvoir au président Guillaume Soro, il promet le pouvoir au président Henri Konan Bédié, il promet le pouvoir au vice-président, premier ministre pendant un temps, Daniel Kablan Duncan, il promet le pouvoir au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il promet le pouvoir au premier ministre Ahmed Bakayoko, il promet le pouvoir à l'ancien premier ministre Charles Konan Bani, il promet le pouvoir à l'ancien ministre Marcel Amontano. Alassane Dramane Ouattara a promis le pouvoir présidentiel au moins à 10 personnes. Ensuite, il s'est bien calé dans sa chaise pour voir comment les 10 personnes s'entretuaient. C'est la méthode de Biya pour le Cameroun. Il a promis le pouvoir à son fils, mais il a promis aussi le pouvoir à beaucoup d'autres gens. Pourquoi? Pour que ces gens combattent son fils de telle façon que son fils ne l'empêche pas d'être président jusqu'à sa mort. Mais aussi de telle façon que son fils commence déjà à combattre ceux qui pourraient l'empêcher d'exercer la monarchie après la mort de son père. Un cynisme et un sadisme démoniaque. 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 Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la situation actuelle du Cameroun, soit ce pays va se retrouver à feu et à sang, et ce sont les populations civiles qui vont perdre, soit ce peuple va décider de prendre par millions les rues du Cameroun pour obtenir une transition vers une véritable république inclusive, une république panafricaine. Nous n'avons pas plus de deux choix. Si nous laissons la situation pourrir, eh bien c'est notre nation qui va y mourir. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, c'est notre nation qui va y mourir. Et elle va entraîner l'Afrique centrale dans une spirale extrêmement dangereuse. Le peuple camerounais, sans doute entre autres fatigué par les produits lobotomisants qui lui sont injectés dans la bière, dans le poulet aux hormones, injectés dans la mauvaise viande, injectés dans tous les produits frelatés qu'on lui fait consommer. Le peuple camerounais pense qu'une libération naturelle va avoir lieu à la seule annonce de la mort de Paul Biya. Alors que la mort de Paul Biya est plutôt en réalité le signal de l'installation de la monarchie des Biyas à la tête du Cameroun. Donc, si vous êtes toujours en train de dormir, réveillez-vous. Si vous êtes toujours en train de penser que se battre pour que ce pays change, c'est à l'avantage de quelqu'un, quittez dans ça. Si vous pensez que le Cameroun sera meilleur quand les successeurs de Biya s'en seront emparés, vous vous trompez, car c'est déjà le cas. Le Cameroun est déjà géré par les successeurs de Biya et il n'est pas meilleur. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'affronter et c'est notre peuple qui va en payer les pots cassés. Il faut anticiper. Ou bien les difficultés brisent un peuple, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. Mon conseil au peuple camerounais, c'est de s'inspirer de la révolution sahélienne. Je refuse de penser qu'au Cameroun, nous n'avons pas nos Assimi Goïta. Nous n'avons pas nos Abdourahmane Tiani. Nous n'avons pas nos Ibrahim Traoré. Car si nous n'avons pas des hommes de cette qualité dans nos forces de défense et de sécurité, le pays est perdu. Si nous n'avons pas dans la société civile camerounaise des serviteurs du peuple africain du Cameroun qui transcendent les bornes ethniques, les bornes religieuses, les bornes régionales et qui pensent à bâtir une nation qui soit un modèle d'émancipation pour l'Afrique centrale et une force d'entraînement pour les pays qui l'entourent. Si nous n'avons pas dans notre société civile des hommes et des femmes de cette qualité, nous sommes perdus. Une bonne partie de la classe politique camerounaise est en train actuellement de faire des petits calculs pour essayer de survivre en appartenant à l'une des équipes qui se battent pour la succession. C'est une triple trahison. C'est une triple trahison. Il faut bien au contraire
Il faut bien au contraire, collectivement, s'inspirer des révolutions populaires qui ont lieu dans notre continent et notamment de la révolution sahélienne et mettre un terme à un régime qui ne peut rien faire de bon pour nous. Alors, on me dira tout naturellement, facile à dire, difficile à faire. Et je répondrai toujours, partout où, collectivement, un peuple a décidé de mettre fin à sa situation de domination, personne n'a été capable de le vaincre. Moi tout seul, Nyamsiwa Cameroun, toi tout seul, Camerounaise, Camerounais, où que tu sois, tu ne peux pas changer la situation du Cameroun. Il faut par contre que toi tu te changes, pour être de ceux qui vont changer la situation du pays. L'alchimie entre la conscience collective et la conscience individuelle, elle commence toujours par une prise de conscience individuelle. Si nous prenons conscience individuellement que nous sommes obligés de nous battre ensemble pour libérer le pays, non pas pour quelqu'un, mais pour nous tous, pour l'Afrique souveraine en lutte, si nous en prenons conscience, nous mènerons les opérations de libération du pays d'une manière absolument convergente et incontestable. C'est tout le sens de l'ouvrage que je montre toujours ces derniers temps quand je parle aux Camerounais, l'ouvrage que j'ai écrit et que j'ai dédié, eh bien, à la naissance de ce Cameroun. J'appelle à travers cet ouvrage pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Le programme est dans ce tout petit livre. Toute personne qui l'a lu comprend où nous pouvons aller pour que le Cameroun sorte de la honte, de l'ignominie dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Cela dépend de nous, c'est-à-dire cela dépend de toi et de moi. Cela dépend de tous ceux qui vont être capables de sortir des bornes et des enclos de l'ethnie, de la région, de leur religion. Les enclos, eh bien, idéologiques étroits, tous ceux qui seront capables d'en sortir vont réaliser ce grand Cameroun. Moi, par définition, je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Et c'est à ceux qui sont véritablement sans espoir que l'espoir est permis. Disponible sur Amazon. À ceux qui s'intéressent à ce que j'ai dit, à ce que j'ai fait pour le Cameroun, allez taper Franklin Nyamsi livre et vous trouverez les 6 ouvrages que j'ai publiés sur le Cameroun. Ceux qui me disent il faut parler du Cameroun, je leur demande de me montrer les 6 livres qu'ils ont écrits sur leur propre pays. Moi, je suis au 6e livre sur le Cameroun. Il y a des milliers de conférences d'éveil. Vous me direz, le résultat n'est pas encore bon, mais le chemin est remarquable. Concluons cette émission. Il y a un personnage qui a défrayé la chronique ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Il s'appelle Mahamoud Ali Youssouf. Il est le président de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine financée à 77% par l'Union européenne et la Chine. Organisation aliénée au service des intérêts étrangers. Organisation ennemie quotidienne des peuples africains auxquels elle ne sert à rien. Mahamoud Ali Youssouf, ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti, une autocratie dans laquelle depuis 1992, il a participé à toutes les fraudes électorales jusqu'en 2025. Mahamoud Youssouf s'est envoyé ici au Sahel pour donner des leçons électorales et des leçons de démocratie aux gens. Astaghfirullah. On peut faire ça. Quelqu'un qui est avec Ismaël Omar Guelleh là-bas a participé à toutes les truanderies électorales et constitutionnelles. Quelqu'un qui est l'un des artisans de l'un des régimes les plus rétrogrades de la planète et même du système solaire. Il a pris son avion, il est arrivé à Bamako, il s'est mis à enseigner les élections, la démocratie. Il est même allé jusqu'à dire que le Mali était hors de l'ordre constitutionnel et qu'il fallait l'y ramener. Quelle outrecuidance sur le perron du palais présidentiel de la grande terre bénie du Mali. Cet homme a jacté, il a éructé, il a déliré, il a déversé des billes baisées.
Heureusement que pendant qu'il parlait, pendant qu'il nageait, on voyait son dos. Mais, déterminé à demeurer dans sa manière inimitable de s'asseoir, l'homme enfourcha son avion et s'est rendu au Burkina Faso, où cette fois-ci, il fut accueilli par une douche froide du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. D'abord, le camarade président du Faso refusa de lui accorder une audience. Tout président de la Commission de l'Union africaine qu'il prétend être, il ne fut pas reçu en audience par le camarade président du Faso, qui quant à lui était en tournée dans notre merveilleuse région de Yarda, au Burkina Faso. Tournée à l'occasion de laquelle il a délivré un festival de vérités crues, sur lequel nous reviendrons dans les prochains jours. Il a été successivement reçu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le camarade Karamoko Traoré. Il a été ensuite reçu par le camarade Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui lui a administré une douche froide. Une douche totale. En lui disant premièrement que l'Union africaine n'était pas au service des Africains, que l'Union africaine était l'esclave des narratifs anti-africains, que l'Union africaine était la honte de l'Afrique parce qu'elle était incapable de se financer elle-même et qu'elle obéissait au commandement de ceux qui financent, c'est-à-dire à l'Union européenne, à la France et tout naturellement à la Chine. Que l'Union africaine devait être radicalement transformée si on voulait qu'elle soit véritablement africaine. Le camarade Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est même allé jusqu'à lui dire que l'Union africaine n'est pas africaine. Que africaine, dans le sigle d'Union africaine, est un abus de langage. Ce n'est pas une organisation africaine. Merci à toi, Souley Manema, pour ton soutien. Oui, à Ouagadougou, l'hypocrite, le flagorneur, le fignoleur, le phraseur, le phraséologue, le manipulateur, venu de Djibouti, a connu son chemin de Damas. Selon pourtant le programme, tout tracé de l'homme, après Bamako, il devait se rendre à Ouagadougou, et après Ouagadougou, il devait tout naturellement continuer sa prédication nauséeuse à Niamey, dans notre terre bénie du Niger, le pays du Labou Sanino, Zanchanka Sane à la Lady Non, le pays de son excellence, le président de la République, général d'armée, Abdourahmane Tiani. Or, aux grandes dames des observateurs qui suivaient, tels des fins limiers, les traces de l'avion du traître, son avion, au lieu de se rendre vers Niamey, fonça vers Addis Abeba, renonçant à faire la tournée des 3 pays. Ceci nous amène donc à la question. Pourquoi l'hypocrite, le flagorneur, le manipulateur, le phraséologue, Mahmoud, eh bien, Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, pourquoi n'est-il pas allé répéter sa vulgate, son prêcha soporifique? Pourquoi il n'est pas allé répéter ça à Niamey? Bon, écoutez, on va écarter d'abord les fausses explications. Genre, oh, il n'avait pas assez de carburant pour son avion. C'est pas vrai. C'est pas une affaire d'argent. Il avait assez de moyens pour s'arrêter à Niamey. Donc on élimine d'abord ça. Deuxième difficulté. Pourquoi il n'est pas allé à Niamey? Est-ce que ce sont les autorités nigériennes qui ont refusé de le recevoir? Je ne crois pas. Le président Tiani a une méthode qui est à la fois une méthode de fermeté et d'ouverture. Fermeté au sens où, bien sûr, il ne laisse pas la bouillabaisse l'approcher, mais ouverture au sens où il sait assigner et il sait déléguer des responsabilités à ses collaborateurs pour gérer des cas indélicats comme celui, eh bien, de Mahamoud Ali Youssouf. Si Mahamoud Ali Youssouf avait voulu aller au Niger, je crois que le président Tiani l'aurait fait recevoir, exactement comme l'a fait d'ailleurs le président Ibrahim Traoré, par le ministre des Affaires étrangères, eh bien, notre frère aîné, Bakary Yaoul Sangaré, ou tout au plus par le premier ministre du Niger, notre frère bien-aimé,
Ali Mahaman Lamine Zayn. Donc, une fois que nous avons écarté les fausses hypothèses, genre il n'avait plus de carburant, genre on ne voulait pas qu'il vienne, personne ne l'a chassé. Je n'ai vu aucun signe pour l'empêcher d'aller à Niamey. Mais il n'est pas allé. Donc on doit maintenant chercher des raisons endogènes. C'est-à-dire des raisons qui se trouvent à l'intérieur même du fuyard. On dit dans plusieurs écritures, le méchant fuit sans qu'on le chasse. En réalité, voici l'explication. Pourquoi Mahamoud Ali Youssouf n'est pas allé au Niger? C'est parce qu'il a été démasqué au Mali et au Burkina. Il a été pris de honte. Le spectacle piteux qu'il nous a offert à la sortie de son audience chez le président Assimi Goïta ici à Bamako, le spectacle piteux, encore plus piteux qu'il nous a offert, au sortir de son audience de chez le Premier ministre, qui venait de lui administrer une douce froide, ce spectacle lui a valu une telle bronca populaire qu'il a suivi la jurisprudence Macron. Je prends l'exemple de Macron. Vous savez, Macron, il est allé au Kenya, en Afrique anglophone, il pensait qu'on ne le connaissait pas là-bas. Mais non seulement il a été hué ou spillé, il a été conspué, chassé dans la salle de conférence, mais une manifestation vigoureuse, colérique des panafricanistes kenyans l'a cherché dans la rue. Si l'armée, je n'ai pas dit la gendarmerie ou la police, si l'armée ne s'était pas interposée, les panafricanistes kenyans auraient chassé Macron à coups de bâton de Nairobi. Donc Macron par la suite dit qu'il va venir à Accra, à la Réunion, pour discuter des réparations africaines liées à la traite négrière, à la colonisation, à tous les crimes impérialistes occidentaux contre l'Afrique. Quand il a tendu l'oreille, il a appris que non seulement dans la salle là-bas, les panafricanistes l'attendaient, mais que s'il mettait ses pieds là, eh bien à l'aéroport d'Accra, le peuple panafricain du Ghana allait lui réserver un accueil singulier. Macron détala. Macron s'enfuit. Macron disparut. Macron fondit comme beurre au soleil. Et ce Macron, c'est le parrain. C'est le parrain de Mahamoud Ali Youssouf. Parce que c'est la France, l'Union européenne, qui finance l'Union africaine. Ce sont ces instances qui décident de la direction de l'Union africaine. Mahamoud Ali Youssouf est un serviteur de la France-Afrique, comme son patron Ismaël Omar Guelleh, le dictateur de Djibouti. Là, il n'y a pas de débat dessus. Eux-mêmes, ils savent ça. Le monde entier le sait. Donc, il a vu que Macron a eu la sagesse de fuir Accra. Et il s'est dit, je suis allé au Mali. On a commencé à me dire, je suis allé au Burkina Faso. On a dit, si je vais maintenant au Niger et que je recommence avec mon discours complètement dégueulasse, ils vont dire, et ça, ce sera la troisième fois. Les Sahéliens, quand ils ont parlé 3 fois, c'est fini pour toi. S'ils t'ont dit la même chose 3 fois là, ici au Sahel, c'est pas bon pour toi. Comme me l'a dit un de mes amis, les Sahéliens ont une excellente mémoire. Les Sahéliens ont une excellente mémoire. Tout ce que tu leur fais là, ils notent ça. Donc, Mahamoud Ali Youssouf s'est assis comme ça, il a dit. Je crois qu'il a même pris, il a pris les coris, il a jeté et dit, un coup je vais, un coup je ne vais pas. Est-ce que ça vaut la peine de risquer mon honneur, de risquer ce qui me reste de dignité en allant répéter ce qui m'a coûté une bronca au Burkina, ce qui m'a coûté une bronca au Mali. Est-ce que cela vaut la peine d'aller le répéter là-bas? Il a dit non. Mais il n'y a pas que ça qui l'a amené à renoncer. Même ses patrons lui ont dit que Niamey risquait d'être extrêmement critique. Vous savez, Niamey a été un lieu où le néocolonialisme français et ses agents ont mordu copieusement la poussière. Souvenez-vous en particulier de celui que j'ai battu au tribunal à Paris le 18 juin passé. L'ambassadeur néocolonial Sylvain Ité.
Vous vous souvenez de lui? Mais c'est à Niamey. Son terminus, c'est Niamey. Ce qui se passe ici dans l'AES, c'est que quand toi tu fais tes conneries là, parfois tu commences par le Burkina, on te dit, tu commences par... si tu veux vraiment peut-être même t'en sortir et fuir, il faut commencer par le Niger. Parce que, en tout cas, quand tu arrives à la 3e fois là, il ne faut pas aller dans un pays de l'AES avec une mauvaise idée que tu as déjà testée dans 2 autres pays. Parce que les pays là, ils s'écoutent mutuellement. L'allure que, eh bien, l'imposteur avait prise au Mali, ça a été noté à Niamey. Quand les Maliens ont dit, les Nigériens ont noté, ça fait 1. Il est allé au Burkina, les Burkinabés ont dit, les Nigériens ont noté, ça fait 2. S'il venait au Niger, là, le du Niger, là, ça allait mal finir pour lui. Donc, je pense qu'il a même été alerté donc, par ses patrons qui lui ont dit, il ne faut pas que votre tournée se transforme en un fiasco encore plus éclatant. N'obligez pas, ne prenez pas le risque que les Nigériens vous désavouent publiquement. Parce que sa manière de sortir des palais présidentiels des gens là et de faire des déclarations tordues, ça n'allait pas se passer comme ça à Niamey. Hein. Il allait être contredit en direct. Peut-être même qu'on allait lui enlever le micro en même temps. En lui disant, ce que tu as dit à Bamako là, d'abord on n'a pas aimé. Tu es reparti à Ouagad, mais ici là, tu n'auras même pas le temps de finir. Donc en fait, il a eu peur d'une humiliation plus éclatante que celle qu'il a subie avant. Et les conseils de ses patrons lui ont dit, n'y va pas. N'y va pas. Parce que Abdourahmane Tiani a noté, le président Tiani a noté ce que tu as dit à Bamako, il a noté ce que tu as dit à Ouaga, et il ne va pas aimer que tu répètes ça à Niamey. Alors, finalement, faisons le bilan de la tournée du président de la Commission de l'Union africaine dans... la tournée du président de la Commission de l'Union africaine dans l'AES. Qu'est-ce que ça a donné? Quel est le bilan de tout ceci? On peut faire le bilan maintenant, qu'on a compris pourquoi il a fui. Bon, soyons gentils, c'est un bilan nul. Nous allons dire que c'est un bilan nul pour une raison toute simple. Il était venu essayer d'imposer à ces 3 pays de se précipiter vers les élections. Bref, de faire les 4 volontés de la France. Les 3 pays lui ont dit non. Il était venu tenter de leur donner l'impression que l'Union africaine va enfin s'impliquer dans la lutte antiterroriste au Sahel. Les 3 pays lui ont dit, on sait que ça n'arrivera pas. On ne compte pas sur vous. Il était venu dans le but de donner l'impression d'avoir de la compassion envers les populations de la région sahélienne. Les populations de la région sahélienne lui ont dit qu'on s'en fout de lui. Quand nous avons été ici au Sahel dans le mal, on n'a pas vu un copec de l'Union africaine. On n'a pas vu un soldat de l'Union africaine. On n'a pas vu une action d'éclat de l'Union africaine à notre soutien. Les Sahéliens ont montré à Mahamoud Ali Youssouf que l'Union africaine est vomi ici au Sahel. Et le Burkina Faso lui a dit que cette organisation d'Union africaine doit disparaître. Une véritable organisation au service des peuples africains doit naître. Donc en fait, sa tournée a été l'occasion de la démystification publique de l'Union africaine. Sa tournée a été l'occasion du désaveu. Elle a été l'occasion d'un rejet clair et net de l'Union africaine par les peuples en lutte. S'il pensait être un excellent diplomate qui aurait réussi à lisser, à améliorer l'image de l'Union africaine en venant au Sahel, il a obtenu le résultat contraire. Il a au contraire rendu encore plus difficile l'action de l'Union africaine ici parce que son hypocrisie était à vomir. Son hypocrisie a choqué. J'ai lu plusieurs commentaires du peuple sahélien sur les réseaux sociaux. Vous savez, quel est le commentaire le plus récurrent? Pour la majorité, si vous faites un sondage auprès des populations, eh bien sahéliennes, il ne fallait même pas recevoir Mahamoud Ali Youssouf. L'opinion, il faut que nos dirigeants sachent cela. Même s'ils ont la responsabilité et ils ont toute l'attitude de recevoir qui ils estiment qu'ils doivent recevoir, il faut quand même qu'ils sachent que l'écrasante, moi j'ai fait un sondage, et j'ai regardé les opinions, l'écrasante majorité de l'opinion sahélienne, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ne voulait pas qu'on reçoive Mahamoud Ali Youssouf.
Pour les Sahéliens, il ne fallait même pas qu'ils voient le président Goïta, ce type-là. Et quand on a appris que le président Abdourahmane Tiani, pardon, le président Ibrahim Traoré avait refusé de le recevoir, il y a eu une exultation, une joie immense au Sahel. Et il est certain qu'il n'aurait jamais pu rencontrer le président Abdourahmane Tiani. L'opinion sahélienne ne veut plus voir un missionnaire de l'Union africaine. Nous considérons au Sahel que l'Union africaine en fait n'existe pas. Ou alors elle existe contre nous. C'est une organisation anti-africaine. Parce qu'il y a eu des périodes cruciales où si l'Union africaine était une organisation au service des peuples africains, elle aurait pris fait et cause pour les peuples menacés par le néocolonialisme, l'impérialisme et le despotisme nègre. Elle a raté toutes les occasions d'être utile. Elle a perdu toutes ses chances. Nous sommes nombreux, pas seulement au Sahel, mais partout en Afrique, à penser désormais à la naissance d'une véritable organisation des peuples africains. L'organisation des peuples africains, OPA. Nous sommes en train de penser à celle-là, l'organisation des peuples africains, qui, en réalité, sur le modèle de l'AES, face à la CEDEAO, sera le véritable viatique des peuples africains souverains. Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, commissaire Hélène Soka, docteur Jean-Yves Mougou, Adrienne Kala, Mamima, Georges Coursil, Déborah Jaël Naha, je vous salue, Will James Sambélé, Olivier Ngon, et tous les camarades de l'Assemblée populaire des Lions et Lions indomptables. Et je salue mes camarades de Générations et Peuples Solidaires de Côte d'Ivoire, avec à leur tête le futur président de la République de Côte d'Ivoire, le chef Bogota, le camarade Guillaume Kibakori Soro. Soyez bénis, la lutte continue pour l'émancipation de ce continent, notre continent, où nous ne serons jamais, et plus jamais, traités comme des étrangers. Je salue mes amis à Djibouti. Je salue mes amis aux îles Comores, à la Réunion et dans l'océan Indien. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Soutien total à la résistance djiboutienne contre la dictature abjecte d'Ismaël Omar Guelleh, un fraudeur invétéré aux élections, un tripatouilleur innommable de constitution, qui nous envoie un soi-disant président de commission pour nous parler des élections et de la démocratie. Minalmi. Oh, vraiment. Merci beaucoup. Abdul Razak Nebié, merci. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Vous étiez plus de 20 000 à suivre ce programme. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous très bien. Merci.